En 1948, la Roumanie est devenue république populaire. Depuis lors, elle est devenue république socialiste et je crois qu'elle est le seul pays de l'Est à s'être proclamé république socialiste. En effet. Il faut toujours que la Roumanie se singularise d'une façon ou d'une autre. Mais je crois que nous avions peut-être pendant quelques années après la guerre assez peu de relations avec votre pays. Et c'est un pays que nous redécouvrons depuis une bonne dizaine d'années parce que là, sur le plan politique, économique, culturel, enfin les liens sont devenus très étroits. Mais je pense que de plus en plus de Belges vont découvrir ce pays qui est en fait un pays qui offre énormément de ressources. Oui, c'est vrai, c'est un pays béni par les cieux. Il faut dire qu'on a la montagne, les Carpates, des plaines, et puis évidemment on a la mer. Et au bord de la mer, il y a Istria. Oui, le nom de cette colonie grecque, fondée au 7e siècle avant notre ère, provient du ancien nom du Danube, c'était l'Istros. Et il faut dire qu'Atomis, Ovide a écrit ces tristes, ces fameuses élégies. Ovide était en exil là-bas, il n'était d'ailleurs pas content du tout, il n'arrêtait pas de réclamer son retour à Rome et de dire qu'il se trouvait dans un pays froid et au milieu de barbares. Oui, mais je ne crois pas qu'il était tellement malheureux puisqu'il parle beaucoup des excellents vins que lui offraient les Thraces. Vous êtes très nationaliste. Ah mais non, mais nos vins sont renommés. Vous avez des tas de châteaux du Moyen-Âge, alors qu'ils sont absolument merveilleux, qui sont de véritables décors de cinéma. Le château de Bran, par exemple, moi j'y vois très bien des films comme Le Bal des Vampires de Polanski. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, ce château, construit au XIIIe siècle par les chevaliers teutons, est nommé parfois le château de Dracula. Et d'ailleurs, le draculisme est d'origine roumaine. Et l'explication historique de ce mot provient de l'existence d'un roi nommé Vlad Dracul, parce que Dracul en roumain veut dire diable, démon. Ce château-ci, par contre, est beaucoup plus récent, il date du 19e siècle et je crois qu'il était occupé par vos derniers rois. Oui, c'était la résidence d'été des rois de Roumanie, mais je trouve que c'est un palais qui m'a fait toujours penser à ce conte Alice au Pays de Merveilles, parce qu'il ressemble à un jouet, il a quelque chose d'incroyable. Et voilà alors les grands hôtels qui sont construits tout le long du littoral, de Mamaia jusqu'à Mangalia, c'est-à-dire cette riviera roumaine qui est magnifique, où il y a énormément de touristes. De touristes étrangers, oui, en effet. En principe, on connaît surtout Mamaia, mais voilà, les bâtiments que vous voyez maintenant sont à Mangalia et ils portent des noms mythologiques. Vénus, Jupiter, Olympe. Voilà. Il faut dire qu'à proximité de cette cité, on a découvert en pleine mer des sources sulfureuses chaudes qui ont des vertus thérapeutiques extraordinaires. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les bains de boue. Les bains de boue de Tekirgiol dont l'action est absolument miraculeuse. C'est une véritable source de jouvence. À Tekirgiol, on soigne le rhumatisme, les maladies de la peau et le rachitisme. Mișcări de trunchi pentru mobilitatea coloanei folosite în spondiloze. Poziția de plecare. Stând cu picioarele depărtate, brațul drept sus, stângul pe șold. Timpul 1 și 2, înclinare laterală de 2 ori spre stânga, cu brațul drept pe lângă ureche. Timpul 3-4, aceeași spre dreapta. De 6 ori în 4 timpi, începeți. Spre stânga, 2, spre dreapta, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, mai jos, 4, 1, 2, 3, 4, stânga, 2, întinse, 4, dreapta, 2, întinse, 4, 1, 2, 3, 4, mai energic, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, atenție, stai! Scutura
Exercițiu 4. Oui, voilà qu'on passe des bains de boue aux oies, mais vous remarquerez qu'elles sont également noires et blanches, vos oies. Et puis alors moi, ça m'a frappé, parce que je trouve qu'il y a partout dans ce pays des oies au bord de toutes les routes que j'ai parcourues. Oh, je crois que c'est un peu exagéré. Il y a surtout beaucoup d'oiseaux migrateurs. Ah ben alors, j'ai trouvé de drôles d'oiseaux migrateurs. Ce sont les Tchèques, qui ont littéralement envahi, mais très pacifiquement, la Roumanie. Vous voyez, ils mettent leur voiture comme ça, dans le sable. Mais il faut bien dire qu'il n'y a pas seulement le littoral qui attire les touristes étrangers, mais aussi les innombrables monuments historiques qu'on trouve près des montagnes, dans la Moldavie par exemple. Oui, vous avez des églises merveilleuses et des monastères, alors superbes. Oui, les Celui-ci, c'est le monastère de de Neams. Neamț, qui a une double valeur culturelle et historique. C'est un foyer culturel au Moyen-Âge et une citadelle dans la lutte contre les Turcs. Mais plus au nord, en Moldavie, on trouve les fameux monastères avec des fresques extérieures qui donnent un exemple de la spiritualité du peuple roumain. On peut faire une liaison avec les rites daces, avec le panthéisme dac. Et je me demande s'il ne reste pas quelque chose de tout ça dans les fêtes villageoises actuelles. Par exemple, ce cortège-là, qui est un cortège de mariage, Ah oui, bien en sûr. réalité, Vous ça me voyez- paraît très dionysiaque, tout ça. Ah oui, tous ces rites qui se déroulent au milieu de la nature, cette communion avec la nature. Et d'ailleurs, puisque vous avez parlé des fêtes dionysiaques, il faut dire que c'est sur le territoire thracodaque, dans la nuit des temps, qu'a été engendrée la tragédie. Mais au fond, le roumain n'est pas un peuple tragique, c'est un peuple joyeux, c'est un Ah peuple oui, très gai. Il y a des c'est- fêtes tout le temps, des fêtes partout. Oui, c'est un peuple méridional. Voilà. Et ici, c'est encore un mariage qu'on célèbre. D'ailleurs, cette ronde-là, je crois que c'est typiquement roumain. Oui, ça. c'est un élément culturel caractéristique qu'on trouve dans les 4 régions différentes de la Roumanie, dans la Valachie, la Moldavie, la Dobrogia et la Transylvanie. Précisément, une des plus jolies villes de Transylvanie, à mon avis, tout au moins, c'est Brașov. Oui, évidemment, c'est une ville qui a beaucoup de charme. D'ailleurs, on a conservé pieusement le centre historique de la ville. Mais il faut dire que comme architecture, elle est très différente du reste du pays parce qu'on sent une forte influence gothique. Mais à part le centre historique, Brașov est une ville très dynamique. L'industrie tient un rôle important. Aux environs de la ville, on a une usine de camions et de tracteurs. Et puis, en haut de la ville, il y a un centre de sport d'hiver. Ce qui m'a très amusé dans les rues de Brașov, c'est le téléphone qui pend comme ça sur les murs des maisons que tout le monde peut utiliser. Enfin, il ne faut pas entrer dans une cabine. Ah oui, c'est plus pratique. Très simple. Ce qui est très agréable également pour quelqu'un qui parle français, c'est de pouvoir lire les inscriptions. Je trouve que le roumain ressemble étrangement au français par moments. Ben, évidemment, puisque c'est une langue latine. D'ailleurs, vous savez, ce que c'est extraordinaire, c'est que dans notre pays, qui quand même est assez vaste comme superficie, il n'y a pas de dialecte. Il y a peut-être une légère différence d'accent, mais les gens des 4 régions s'entendent parfaitement Et parlent exactement la même langue. la même langue. C'est un peu l'aspect touristique que nous venons de voir de la Roumanie, mais je voudrais maintenant que nous parlions de choses sérieuses. Je voudrais que nous voyions un peu sur le plan économique, parce que vous avez des problèmes et vous avez trouvé à ces problèmes des solutions économiques qui sont très importants en Roumanie. Alors divisons ça en 2 choses. Parlons peut-être d'abord de l'agriculture. Je crois qu'au départ, la Roumanie était un pays à vocation agricole. Oui, il essentiellement. faut dire qu'avant la guerre, la Roumanie était considérée un des grands greniers de l'Europe. Mais il faut aussi ajouter que les structures de l'agriculture étaient presque moyenâgeuses. Alors, après 1948, on a essayé de moderniser l'agriculture et en ce moment-là, on est en train de procéder à l'industrialisation de l'agriculture.
C'est-à-dire les paysans travaillent ou bien dans des coopératives agricoles, ou bien dans des fermes d'État, ou bien dans des grands complexes qui sont réalisés par la collaboration de ces deux formes. Eh bien, voici précisément le complexe dans lequel nous nous trouvons est en fait une entreprise d'État Oui. qui procède à l'élevage du cochon. C'est une chose absolument extraordinaire pour nous, Belges, parce que tout est réalisé sur place. C'est-à-dire que à peu près 4 à 500 cochons naissent tous les jours et la même quantité de cochons sont abattus, parce qu'il y a des abattoirs, au même endroit. Oui, c'est beaucoup plus pratique et plus économique. C'est évidemment très rationnel, ça supprime ce qui est d'ailleurs un peu la plaie chez nous, c'est les innombrables intermédiaires, les manipulations très diverses, le manque de contrôle aussi, parce que je pense qu'il y a des mesures sanitaires à prendre qui sont Oui. très impérieuses. Oui, mais pour ce qu'il y a de l'intermédiaire, il faut dire qu'en Roumanie, tout est étatisé. Évidemment, Alors, il y a pas le ce problème est problème. toujours résolu de cette façon-là. Oui. Je crois que ce qui est le plus étrange ici, c'est que la plus grande partie de cette production est destinée à la Grande-Bretagne. À Alors ça, je trouve l'export. merveilleux que ce soit les Roumains qui fabriquent le fameux bacon des Anglais. Ah, mais vous savez que grande partie du Beaujolais que boivent les Français provient des vides roumaines. Sur le plan industriel, alors, je trouve que la Roumanie est très bien placée parce que c'est un pays qui a la chance d'avoir énormément de ressources surtout en matières premières. Oui, en effet, on a du pétrole, du charbon, des minéraux, de l'or, de l'uranium, des gaz naturels, du sel, presque tout. Vous avez tout. Oui, voilà. Et alors, on essaye maintenant d'utiliser au maximum ces ressources naturelles. Et il faut dire que les structures économiques de la Roumanie ont presque entièrement changé. C'est-à-dire qu'on met l'accent sur l'industrie maintenant. D'ailleurs, il faut dire que 60% du revenu national provient de l'industrie, bien que seulement 21% de la population soit entraînée dans le procès industriel. La Roumanie est aujourd'hui un pays très dynamique qui se développe à une allure vertigineuse. Il faut dire que nous avons un taux de croissance annuel de 13% qui représente le taux le plus haut de toute l'Europe. Et aussi, on essaye de développer surtout l'industrie lourde, les branches constructrices de machines utiles et aussi les nouvelles branches modernes comme l'énergétique et l'automatique. Évidemment, on peut se demander, et moi je me le suis demandé, si cette espèce d'énorme effort qui est fait sur le plan de l'industrie ne va pas un peu au détriment alors du progrès en ce qui concerne les biens de consommation. Je crois que le plus simple, c'est de poser cette question à un de vos plus brillants jeunes économistes, qui est d'ailleurs rédacteur en chef de la revue Vie économique, c'est M. Dolgou. Vous savez, nous n'avons pas de solution d'échange parce que dans cette étape, dans cette période de révolution technique et scientifique, ou bien nous essayons de rattraper très rapidement les pays les plus avancés, ou bien notre situation, notre position relative dans le monde empirera, se détériorera. À court terme, c'est certain, cette industrialisation intensive suppose des sacrifices de la part de la population. Mais à long terme, à longue échéance, on dit dans une période de 10 à 15 ans, les calculs des économistes montrent que les résultats d'un tel développement pour le niveau de vie du peuple sont plus substantiels que dans le cas où l'industrialisation serait poursuivie d'une manière moins intensive. Évidemment, c'est tout de même long pour les gens, enfin pour vos travailleurs, 10 ou 15 ans, vous le dites vous-même, alors que tout de même, il y a déjà eu des sacrifices consentis qui sont énormes, disons au moins depuis 20 ans. Vous savez, Ça fait toute une vie presque. Oui, mais celui qui connaît notre pays, qui connaît la Roumanie d'avant la guerre, peut réaliser les progrès énormes que nous avons réalisés dans les domaines de vie, pour ce qui est de la vie des travailleurs. Donc, si vous parlez de sacrifices, si on parle de sacrifices à cause de l'industrialisation, ça doit être pris d'une manière raisonnable, c'est-à-dire
nous ne sacrifions pas, nous ne détériorons pas le niveau de vie des travailleurs, mais nous assurons l'élèvement continuel des revenus, du salaire réel et aussi des conditions de vie en général des travailleurs. Cette ville tout à fait neuve que l'on voit dans les lointains, c'est la ville de Galatz. Si on a construit cette ville, c'est parce qu'on a d'abord construit un gigantesque combinat sidérurgique qui va d'ailleurs encore doubler dans les années qui viennent, mais qui aujourd'hui est déjà un des plus importants d'Europe. De l'Europe. En effet, c'est notre grande citadelle de l'industrie socialiste. Il s'étend sur 700 hectares et il comprend pour l'instant 2 hauts fourneaux, une aciérie et 3 laminoirs dans lesquels s'emploient plus de 30 000 ouvriers. Il faut dire aussi qu'à Galatz fonctionne un institut polytechnique qui a donné jusqu'à présent 4 000 ingénieurs. D'ailleurs, Galatz est une ville industrielle dans son ensemble parce qu'à part le combinat métallurgique, on a un grand chantier naval. Autre grande réalisation, la construction du barrage des ports de fer sur le Danube. Ça s'appelle les ports de fer parce qu'en passant entre les Balkans et les Carpates, le Danube se rétrécit et il y avait des rochers sous l'eau qui formaient des tourbillons effroyables, cela fait que la navigation était difficile. D'ailleurs, déjà l'empereur Trajan avait fait construire par rapport au dôle de Damasque un pont à Drobeta au 1er siècle. Aujourd'hui, on a cet immense barrage que vous voyez et qui va régulariser aussi la navigation. En fait, il y aura 2 centrales hydrauliques, il y en aura une du côté roumain et une autre du côté yougoslave. En effet, ce complexe est le fruit d'une collaboration roumano-yougoslave qui ne fait que continuer les traditions séculaires de collaboration entre ces 2 peuples qui ont lutté ensemble pour l'indépendance nationale. Monsieur Dolgo, vous êtes un économiste marxiste-léniniste. Est-ce que vous trouvez dans la doctrine de Marx et de Lénine tous les éléments qui vous permettent aujourd'hui de concevoir une économie viable pour votre pays et progressiste? Vous savez, Marx, Engels, Lénine nous ont laissé une méthode de pensée, ils ne nous ont pas laissé des solutions. Ils ont pensé, ils ont travaillé il y a 100 ans, il y a 50 ans. Ils ont tiré leurs conclusions à partir des données qui leur étaient fournies par les conditions qui existaient alors. Donc, celui qui veut avoir des solutions aux problèmes concrets doit penser de son propre chef, doit partir des conditions concrètes de son pays. Il n'y a pas de formule préparée dans les travaux de Marx qui soit applicable directement dans la réalité des pays socialistes. C'est pourquoi il n'est pas possible qu'il y ait un seul modèle de société socialiste. C'est pourquoi il y a des différences entre la manière dont les différents pays socialistes conçoivent le perfectionnement des mécanismes de l'économie nationale. Est-ce que vous pensez que la méthode roumaine est la meilleure à l'intérieur du camp socialiste? Et je pense que la méthode roumaine est la meilleure pour la Roumanie, parce qu'elle part des conditions de la Roumanie. Nous avons vu beaucoup de choses déjà, mais nous n'avons pas encore vu votre capitale, on n'a pas encore vu Bucarest. Alors nous y voici. Voilà le palais de la République. Voici le Conseil des ministres. La salle des congrès. L'ambassade d'Union soviétique. Et puis, ce n'est pas un hasard, l'ambassade de Chine. Je dis c'est pas un hasard, d'abord parce que la Roumanie n'est jamais intervenue dans la querelle sino-soviétique. Elle a été la première, je crois, à nouer des relations diplomatiques avec l'Allemagne fédérale. Exact. Elle n'a pas interrompu ses relations diplomatiques avec Israël. Et au total, il y a combien d'ambassades étrangères à Bucarest? La Roumanie a des relations diplomatiques avec 94 pays et entretient des échanges culturels, techniques et économiques avec plus de 100 pays. Vous pouvez dire quelles sont les grandes bases de la politique étrangère actuelle? Oui, la Roumanie reste toujours fidèle à quelques principes fondamentaux et surtout à celui du respect de la souveraineté nationale d'un pays, de la non-immixtion dans ses affaires intérieures. Je crois que pour vous, c'est sacro-saint, ce point de vue-là. Ah oui, absolument.
Mais revenons à Bucarest, voilà la petite église de Bucur, qui est en fait l'église de la fondation de la ville, elle est absolument charmante. La patriarchie, car Bucarest est le siège de l'église orthodoxe roumaine, qui est une église autocéphale. Le palais des expositions, je crois qu'il y a eu tout récemment la première foire internationale. de Bucarest. La maison de la presse, qui n'est pas mal du tout, mais que généralement les journalistes n'aiment pas, je ne sais pas pourquoi. Oh, parce que c'est un bâtiment un peu imposant. Mais là se trouvent toutes les imprimeries et pas mal d'éditions. Et puis la télévision. Je trouve qu'ils ont un très beau bâtiment, un peu moins grand que le nôtre peut-être, mais beaucoup plus confortable. Par contre, chez vous, c'est très fortement gardé. J'ai eu un peu l'impression d'une forteresse. Là, il y a l'armée qui se trouve devant chaque porte. Il faut montrer patte blanche pour y entrer. Mais enfin, ça se fait finalement d'une façon très sympathique. Et au moment où j'étais là, il y avait la répétition d'un spectacle de variété. On m'a dit que les spectacles de variété étaient ce que les téléspectateurs roumains préféraient. Alors j'ai rencontré une vedette de la chanson, une sorte d'Annie Cordy roumaine qui s'appelle Anda. Anda, vous avez été en Occident, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la différence entre une vedette occidentale et une vedette communiste? Je crois que tous sont des hommes, des gens, des jeunes gens qui travaillent en ce métier. Et je crois que ce n'est pas une grande différence. Est-ce que vous gagnez beaucoup d'argent? Si vous gagnez beaucoup plus que... Oui, je gagne très bien. Je travaille beaucoup et pour ça, je gagne très bien. Parce que je fais des films, je donne des spectacles, je fais des disques et je gagne très bien. Vous n'enviez pas vos concerts alors de l'Occident? Non. On construit beaucoup à Bucarest, il y a des chantiers partout, et il y a notamment cet hôtel. L'Intercontinental, oui, qui fait partie de la chaîne américaine des hôtels intercontinentaux. À côté, il y aura un théâtre. Le Grand Théâtre National. Alors là, j'ai rencontré un homme qui est à la fois acteur, metteur en scène, directeur du Théâtre National, membre du comité central du Parti communiste et député à la Grande Assemblée nationale. C'est monsieur Radu Beligan. Qu'est-ce qu'on fait en Roumanie sur le plan du développement de la culture? Eh bien, à mon avis, on fait énormément par rapport aux autres besoins du pays. C'est très difficile de vous dire en quelques mots ce qui se passe ici, mais je trouve que le mouvement culturel est vraiment a une force, une vigueur extraordinaire. La soif du peuple, de la culture, de l'art est incroyable. Vous savez qu'un bon livre s'épuise en quelques heures. Et il y a des tirages extraordinaires. Les classiques sont dans des tirages de centaines, de milliers de volumes. Et puis les théâtres, nous avons 42 théâtres dramatiques, 22 théâtres de poupées, marionnettes, 5 opéras et 11 ou 15 théâtres de comédie musicale, opérettes. Tous sont subventionnés, bien entendu, tous ont des troupes permanentes qui un répertoire, sont des théâtres de répertoire. Alors pratiquement, il n'y a pas un coin du pays qui n'a pas son théâtre ou qui ne reçoit pas les tournées des théâtres de la capitale. Est-ce que les directeurs de théâtre ont de gros problèmes financiers chez vous? Oh, pas du tout, heureusement, parce que l'État ou la municipalité donne des subventions qui couvrent les salaires de tous les employés, des artistes, des techniciens, de l'administration. Et il reste que de recettes, on fait les autres... On monte les pièces et toutes les autres dépenses. Si vous dépassez votre budget, qu'est-ce qui arrive? On nous redonne un peu d'argent. Ça arrive quelquefois. Vous avez vu le nouveau bâtiment qui est en train d'être fini? Ce sera un véritable complexe théâtral puisqu'il y aura 3 salles. L'une, la grande, de 900 places pour les grands spectacles. La deuxième qui est, je crois, unique au point de vue architecture, puisqu'elle est transformable. C'est une salle qui sera tour à tour théâtre italien, théâtre en rond ou théâtre élisabétain. Les murs sont mobiles, même les paquets de chaises pour les spectateurs sont mobiles. Alors, si le metteur en scène choisit telle ou telle manière de s'exprimer, la salle suit le mouvement. Alors la troisième sera un petit atelier, laboratoire de 200 places pour que les jeunes metteurs en scène puissent faire leur expériment, leur expérience. Justement, j'allais vous demander quel répertoire va-t-on jouer. Je suppose que ça va être un répertoire très étendu, très large. Oui, très étendu, très large, très éclectique aussi, parce que c'est ça
l'essor du théâtre national partout dans le monde. Nous jouons à partir des tragiques grecs jusqu'à Ionesco, Beckett, Dürrenmatt et tous les nouveaux auteurs. Vous êtes tout à fait libre de monter ce que vous voulez. Bien sûr, il n'y a pas de restriction sinon que la qualité et la valeur, n'est-ce pas? Est-ce que le théâtre doit nécessairement avoir une mission didactique, une formation politique possible chez vous? Normalement, oui, puisque il n'y a pas de théâtre gratuit, il n'y a pas d'art gratuit, d'après notre conception. Non? Alors, il faut faire, n'est-ce pas, pénétrer dans la conscience des gens les beaux idéaux de l'humanité, de générosité, de l'idéal de l'humanisme socialiste. Mais est-ce que ça vous entraîne à écarter certaines pièces? Je ne vois pas de pièces de grande qualité qui ne se soient pas représentées ici. Enfin, de toute la littérature du monde. Alors là, nous voilà à nouveau dans le centre de Bucarest. Je trouve d'abord que vos agents de la circulation ont énormément d'élégance. Ah, merci. Bucarest est une ville très animée, au fond. Oui, en effet, elle a le rythme d'une grande métropole, puisque la population de Bucarest est de presque 1,5 million d'habitants. Mais je trouve que le charme de Bucarest consiste à réunir les caractéristiques d'une grande et nouvelle ville avec le charme des petits coins intimes d'autrefois, avec des... Et puis il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup de lacs, de forêts autour de la ville, et même dans la ville, il y a des jardins merveilleux. Alors ça, je trouve, et des fleurs, alors des fleurs partout. Oui, et puis on peut trouver le soir des restaurants très sympathiques. Oui, il y a toute une vie nocturne qui est vraiment très très bien. En effet. Je crois que le mieux pour se rendre un peu compte de ce qu'est la vie quotidienne à Bucarest, c'est de demander à une Belge qui vit là-bas. Or, il se trouve que Madame Belligan est belge. Pour la ménagère belge moyenne, normale, comment se présente la vie à Bucarest? Est-ce que c'est facile, c'est difficile? Non, je ne pense pas que ce soit facile, ni absolument difficile. Évidemment, c'est plus difficile qu'en Belgique. Le pays est moins bien approvisionné. Les appareils ne sont pas aussi modernes, ne sont pas... Mais de toute façon, la nourriture est bonne, la cuisine roumaine est bonne et on trouve un peu de tout, un peu de tout. Il y a certains luxes qui ne sont pas parvenus encore jusqu'à ce pays. On ne peut pas trouver tous les jours des cœurs de palmier, mais on trouve de quoi se nourrir bien et la vie est assez bon marché. En tout cas pour la nourriture, c'est assez bon marché, même au restaurant. Pour les vêtements, par exemple, est-ce qu'il y a des problèmes? Pour les vêtements, un seul problème, peut-être qu'ils sont répétés en trop grand métrage, je ne sais pas comment expliquer exactement. Il y a de très jolies étoffes, mais il n'y a pas beaucoup de choix. Il n'y a pas beaucoup de choix, elles sont tirées en très très grand métrage. Évidemment, il y a toujours le risque désagréable de se retrouver dans la rue face à face avec une autre femme qui porte la même robe. Ah oui, ça c'est très désagréable. Parfois. On parle beaucoup de mode roumaine actuellement, je ne sais pas si vous le savez. Oui, il y a un effort qui se fait dans ce... Non, mais on parle de mode roumaine à Paris. Oui, alors peut-être basé sur le folklore, évidemment. Oui, bien sûr. Mais ici, je crois que ce n'est pas un snobisme qui a été introduit. Non, c'est exactement l'inverse. La Roumanie essaie d'imiter l'Occident et l'Occident imite le folklore roumain, qui est très beau, vraiment très beau. Ah oui. Mais les femmes n'ont pas l'air du tout de s'inspirer du folklore pour s'habiller. Oh oui, bien tout de même. Voilà, un peu de folklore stylisé, oui, bon. c'est une robe roumaine. Que vous avez fait vous-même ou bien qu'on trouve dans les magasins? On peut les acheter ici. C'est pas mal. Merci. Je crois que ça, c'est une des rues les plus populaires, certainement, de Bucarest. C'est une des artères commerciales de la ville, la plus animée peut-être. C'est un petit côté oriental, non? Vous savez, Poincaré disait en parlant de la Roumanie qu'ici on est au port de l'Orient où tout est pris à la légère. Peut-être que c'était une phrase qu'il avait dit à la légère, mais il y a du vrai. La loterie me paraît très bizarre. Ah oui, c'est un procédé tout à fait spécial. On tire un billet et on sait tout de suite sur place si on a gagné une voiture, un voyage à l'étranger, si on a le droit de retirer un billet ou bien si on a perdu son argent. Tous ces petits commerces ici, ce sont des commerces privés? Parfois, ce sont des tout petits commerçants qui vendent le produit de leur manufacture. Ça tend à disparaître ou bien c'est encore admis? Non, ça tend à disparaître. On vend énormément de livres aussi dans les rues de Bucarest. Oui, c'est une caractéristique du pays. On trouve partout des librairies en plein air pour tenter le passant à acheter des bouquins.
On lit beaucoup en Roumanie et puis on lit très librement, me semble-t-il. On peut par exemple se procurer, ce qui est rare dans les pays de l'Est, des journaux occidentaux. J'ai vu les journaux belges, j'ai trouvé les journaux français, des journaux anglais, et que tous les Roumains peuvent acheter librement. Je crois qu'on dit souvent en Occident que la Roumanie est un pays à régime intérieur très dur, stalinien, dit-on parfois. Oh, c'est pas du tout le cas. Vous ne pensez pas? Stalinien, absolument pas. Non, je ne crois pas non plus. J'ai trouvé qu'il y avait... En tout cas, moi, j'ai pu travailler très librement là-bas. Je crois qu'il vaut la peine de souligner ce fait. On m'a laissé voir qui je voulais voir, on m'a laissé aller où je voulais aller. Il n'y a jamais eu la moindre restriction. Maintenant, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Mais je pense que c'est absolument normal et je pense que même les Roumains travaillent très librement. Il y a des choses qui nous séparent et j'ai posé la question à un écrivain qui, je crois, est très réputé. C'est un de vos meilleurs jeunes écrivains. Il s'appelle Alexandru Ivasiuk. Je ne crois pas que l'Occident et le monde socialiste se rapprochent comme il y avait une théorie en Occident à ce propos, qu'il s'agit d'un rapprochement continuel. Je crois qu'elles sont assez divergentes même. Mais les problèmes techniques et scientifiques communs font des points qui rassemblent. Mais on doit toujours faire attention aux différences qui sont plus importantes que les choses qui nous rapprochent. Ces différences sont dues à l'idéologie, alors purement? Non, dans la structure de la société. Non pas à l'idéologie. Donc il ne s'agit pas de la rationalisation, mais de la vraie structure de la société. En ce qui concerne, disons, la propriété d'État d'un côté, la propriété privée de l'autre côté, qui a une portée immense que je ne peux pas expliquer en 5 minutes télévisées, mais c'est un problème à réfléchir. Avec tout ce que ça complique la vie sociale d'un côté et de l'autre de façon tout à fait différente. Vous pensez que l'homme communiste est fondamentalement différent actuellement de l'homme occidental? Non, je ne pourrais pas dire que l'homme est tout... en marxisme, je dois vous rappeler que Marx a souligné non seulement les différences entre les ordres sociaux, mais aussi la communauté des hommes. Donc je ne sais pas qu'il s'agit d'un homme tout à fait différent. Les hommes sont des hommes, mais les circonstances et le comportement est différent. Parce que tout de même, il y a un conditionnement qui a dû se faire. Oui, bien sûr, mais il y a des bas-fonds qui restent les mêmes. C'est pour ça qu'on peut discuter. Si nous étions tellement différentes, il n'y a pas de dialogue possible.